Parce qu'il est tellement plus agréable, tellement plus facile, n'est-ce pas, de désigner un coupable, de le pointer du doigt et de dire « Voilà, c'est lui, l'objet de notre rancœur, de nos peurs et de nos incompréhensions. » Je me tiens ici, non pour nier les couleurs, mais pour dévoiler les leurs. Car à trop vouloir peindre l'histoire en noir et blanc, Marthe a fini par faire disparaître toute trace de nuance. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, cher public, Aristote le disait, Montaigne le confirmait, le doute est le début de la sagesse. Mais combien ici, combien dans cette salle prennent réellement le temps de douter, de remettre en question ce qui semble si évident? Mesdames, Messieurs du tribunal, il faut balayer les faux souvenirs. Ces obsolescences de la tristesse, ces débris polis par le temps et déformés par l'ingratitude. Il faut apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, sans l'enjolivement des rancœurs ni l'amnésie sélective des oubliés, trop pressés de se croire orphelins. L'oubli est un luxe que seuls les enfants se permettent. Ils grandissent, prospèrent, s'émancipent et puis, un matin, du haut de leur superbe, jettent un regard condescendant sur leur passé, étrange, d'un revers de mépris, ce qu'ils veulent en retenir. Ah, Marthe, l'ingrate mémoire, elle ne garde du père que les fêlures, de la mère que les silences. Et dans ce grand procès du souvenir, elle se fait procureur, juge et bourreau. Sans autre preuve que son propre ressentiment, elle dit « Pourquoi serais-je là pour lui, puisqu'il n'a jamais été là pour moi ?» Mais enfin, depuis quand les biens sacrés de la filiation obéissent-ils au bilan comptable? Depuis quand l'enfance est-elle un prêt à taux révisable, que l'on rembourse à l'aune d'intérêts profitables? Et c'est bien là le drame. Ce n'est pas parce que l'on refuse une vérité qu'elle cesse d'exister. Il est temps de remettre les choses à leur place. Commençons par l'article 371 du Code civil. Oui, il dispose que l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. L'enfant, pas l'adolescent sous emprise, pas le petit être fragile et dépendant. L'enfant, à tout âge. Il est temps de lever le voile sur cette mascarade sentimentale, ce mélodrame cousu de fil blanc où voudrait nous faire croire qu'une enfant délaissée serait aujourd'hui sommée de s'occuper d'un père indigne. Mais si l'on gratte un peu la surface, que trouve-t-on? Une réalité bien moins tragique et bien plus dérangeante. Une fille gâtée, qui a pris sans jamais rendre, qui a exigé sans jamais remercier, et qui, malgré ses manquements, se drape aujourd'hui dans les leçons qu'elle a reçues sans en comprendre la portée. C'est tout de même de notoriété publique chez tous nos confrères. Il paraît qu'à la Sorbonne, il lui aurait appris le droit. Quant à la grande Assas, il n'aurait pas manqué de lui enseigner son devoir. Ah, l'élévation morale de Marthe. Celle qui, il y a quelques années, dans un élan de grandeur d'âme, poussait le caddie parental, déposait les victuailles sur le tapis, révélait la note sans un mot et, dans un soupir digne, s'élevait au rang de fille modèle. Un choix, un acte de pure volonté. Personne ne lui avait mis un revolver sur la tempe au rayon surgelé. Mais voilà que, quelque temps plus tard, changeant son fusil d'épaule, elle voudrait balayer d'un revers de main ce qu'elle a pourtant fait sciemment. Elle donne et oublie, se sacrifie et regrette. Elle fait, défait, refait, à sa contenance. Seulement le droit, lui, a une mémoire plus tenace. L'article 1100 du Code civil, en ces 2 alinéas, nous le rappelle avec une clarté presque cruelle. Les obligations peuvent être d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. Selon M. Ripert, dans son œuvre « La règle morale dans les obligations civiles », l'obligation naturelle sanctionne un devoir moral qui accède à la vie juridique. L'obligation naturelle naîtrait donc de la reconnaissance par le débiteur de son devoir de conscience. La volonté solitaire aurait, une fois certaines conditions remplies, le pouvoir de constituer débiteur.
Ainsi, l'engagement d'accomplir un devoir moral peut être vu comme une volonté unilatérale de s'engager. Et ce principe a déjà été reconnu par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la première chambre civile en date du 10 octobre 1995. Elle a considéré qu'un engagement pris en connaissance de cause transforme une obligation naturelle en une obligation civile. Mais l'obligation civile est encore plus claire. L'article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin. Non pas si leurs souvenirs d'enfance sont agréables, non pas si papa leur a bien offert le dernier iPhone à Noël. Non. Ils doivent assistance. Et cette obligation ne souffre ni caprice, ni ingratitude. Mais quel grand malheur, n'est-ce pas? Martha a souffert, profondément, viscéralement. Elle a eu une enfance tragique, dans un foyer bourgeois, avec des vacances d'été en Bretagne et des repas toujours chauds sur la table. Quel destin cruel, voyez-vous? Un père pourvoyeur, une mère aimante, une scolarité sans embûches, la meilleure de sa classe, indéniablement grâce aux cours de maths avec papa, dont nous avons tous déjà fait des cauchemars. Mais attention, il ne s'agissait pas du conte de fées dont elle rêvait, il y avait ce père. Cet infâme personnage qui osait ne pas se plier à ses caprices, qui refusait d'être un distributeur automatique d'argent et d'affection. Cet homme détestable qui, au lieu d'être une présence douce et silencieuse, osait être lui-même. Trop rude, peut-être, trop direct, assurément, mais un père. Elle s'accroche donc à sa tragédie fabriquée, cette petite épopée du rejet qu'elle s'invente à mesure qu'elle la raconte. Pourtant, à bien y regarder, son récit a quelques failles. L'article 205 du Code civil n'a pas prévu d'exception pour les enfants insatisfaits. Il ne mentionne pas « sauf si vous trouvez votre père désagréable » ou « sauf si son humour ne vous plaît pas ». Il impose un principe clair. Les parents ont donné, les enfants doivent en retour. Et qu'a-t-il donné, ce père? Parlons-en. Ma très chère contradictrice vous le dira mieux que moi. Pour en disposer, il faut mériter cette assistance, ou du moins, ne pas s'en voir démuni. L'article 207 du Code civil dispose en son alinéa second, néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Alors, allons-y, dressons la liste. L'obligation de nourrir l'enfant, elle n'a jamais connu la faim. Pire, elle a même eu le luxe de faire la difficile face à ses légumes verts. L'obligation de la loger, une chambre à elle, avec un lit bien fait, et des murs où elle a pu afficher ses petites révoltes adolescentes. L'obligation de l'éduquer, celle-ci est savoureuse, parce que non seulement il l'a fait, mais il a même eu l'audace de lui imposer un BTS, un diplôme d'État, quel affront! Il aurait dû, je suppose, se ruiner pour qu'elle aille briller dans une école privée hors de prix, histoire qu'elle puisse se convaincre qu'elle valait mieux que lui. L'obligation de veiller à sa santé, oui, il l'a emmenée chez le médecin. Oui, il a payé des lunettes alors qu'elle passait trop de temps sur son téléphone. Il a même eu le toupet de la forcer à prendre ses antibiotiques qu'elle était malade, mais quel monstre! L'obligation de l'accompagner vers l'âge adulte. Elle est là, non? Autonome, indépendance, du moins, jusqu'à ce qu'elle ait besoin de rejeter celui qui l'a mise sur les rails. Mais qu'elle ne s'y trompe pas. La justice n'est pas un théâtre où l'on joue sa propre tragédie, où l'on distribue les rôles à sa guise en s'autoproclamant victime et en désignant son bourreau. L'article 9 du Code de procédure civile est formel. Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Alors, où sont-elles ces preuves accablantes du prétendu abandon? Où sont les pièces, les témoignages, les faits concrets? Nulle part. Parce qu'il est plus facile d'accuser que de démontrer, plus commode d'effacer que d'assumer. Marthe le décrit comme trop peu présent, mais selon quel référentiel de parentalité? Elle le considère trop peu aimant, mais selon quel guide étoilé? Mais qu'est-ce qu'un père, mesdames et messieurs? Un saint? Un tyran? Pourquoi lui demande-t-on la perfection quand on ne saurait la définir? Eh bien, soit! Qu'on me montre ici, dans cette salle, un seul parent sans faille! Qu'on me trouve un homme qui ait su aimer sans maladresse! L'obligation alimentaire n'est pas une abstraction théorique. Elle est un mécanisme de solidarité familiale prévu par la loi.
L'article 208 du Code civil précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Posons la question, où est le besoin? Qui, dans cette affaire, est réellement dans l'indigence? Philippe et son épouse n'ont plus rien, ni épargne, ni retraite décente, ni même la fierté de se dire qu'après une vie de dur labeur, ils peuvent vieillir sans mendier auprès de leur propre enfant. Et en face, que voit-on? Une femme installée, dont l'aisance ne fait aucun doute. Une femme qui, jusqu'à récemment, remplissait encore les caddies de ses parents, par pure générosité, par choix, prouvant par là même qu'elle en avait largement les moyens. Alors quoi? L'argent n'a de valeur que lorsqu'il achète la bonne conscience, mais devient insupportable lorsqu'il répond à une obligation légale. Marthe peut payer. Elle l'a fait, elle le doit, à défaut de gratitude qu'au moins la loi les contraigne. Par ces motifs, nous requérons la condamnation de Marthe à verser une pension alimentaire mensuelle de 450 € à ses parents, en application de l'article 205 du Code civil, ainsi que sa condamnation à 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux entiers frais et dépens. Marthe a jugé, elle a pesé, tranché, condamné. À sa seule mesure, selon ses propres critères, elle a rendu sa justice. Sa justice. Comme si la sienne valait mieux que celle des lois. Comme si elle pouvait seule décider de ce qui est dû et de ce qui ne l'est pas. Mais une justice rendue par soi-même, c'est une vengeance déguisée. C'est une illusion de droiture qui masque mal l'égoïsme. Un simulacre d'équité qui n'est que l'expression du rejet. Marthe n'a pas cherché à comprendre. Elle n'a pas voulu douter. Elle a refusé de voler au secours du respect de sa filiation. Quand on lui parle d'assistance, perchée, elle n'a pas hésité à activer le mode avion. Marthe croyait juger, en réalité, c'est elle qui s'est condamnée.